Alors, nous voici sur l'anime 3. Alors, l'anime 3 est pas beaucoup plus différente de l'anime 2, hein, sauf que c'est un tout petit peu plus complet. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toujours notre rotor en rotation. Avec les aimants, on trouve toujours notre stator fixe. Lui ne tourne pas, le rotor tourne, le stator ne tourne pas. Par contre, sur le stator, il y a toujours notre première bobine qui, elle, a évolué, c'est-à-dire que on retrouve la bobine avec qu'on va appeler principale d'alimentation, hein, celle qui pulse l'énergie d'une manière forte. On retrouve la petite bobine qui cette fois-ci est en vert, elle n'est plus en noir parce qu'elle est connectée, et la petite bobine qui est donc une bobine dite de gâchette, dite de déclenchement. Et en plus, on retrouve au-dessus une autre bobine, une deuxième bobine, dans laquelle il n'y a qu'un seul enroulement, qui a toujours un noyau de fer, d'où, comme la précédente, comme celle-ci, mais qui par contre a une diode, enfin qui a une LED derrière. Une LED, c'est une diode exacte, enfin c'est le fonctionnement d'une diode, sauf que quand le courant la traverse, elle éclaire. Voilà, c'est tout. C'est une LED, mais le fonctionnement d'une LED, c'est le fonctionnement d'une diode. Et donc, on a une deuxième bobine sur laquelle on va retrouver une bobine principale, pas de gâchette, une bobine principale équivalente à la bobine principale de la bobine 1, celle-ci, avec le même sens d'enroulement, tout est pareil, sauf que l'enroulement, c'est pas important. On pourrait l'enrouler dans l'autre sens, c'est juste que problème de plus et de moins. Quand est-ce qu'elle plus, quand est-ce qu'elle moins. Et c'est tout. Donc ça n'a pas d'importance. Enfin, ça a peu d'importance. Et derrière, donc, deux bobines, une bobine principale et une bobine dite on va l'appeler bobine de charge. Hein, c'est pour introduire la vidéo numéro 4, enfin l'anime numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve derrière la bobine principale? On se rappelle que sur l'animation précédente, on avait juste en circuit électronique une diode qui était conductrice à un moment et pas à un autre, un switch, un interrupteur, et puis la gâchette ne faisait rien. Là, on retrouve, bon, c'est un circuit un tout petit peu plus sophistiqué sur lequel on retrouve un élément principal qui va être le transistor. Alors, le transistor, c'est quoi un transistor? Un transistor, c'est un switch, c'est un interrupteur qu'on va déclencher à un certain moment en fonction d'une certaine tension. Alors, on voit ici, là, il y a comment on va dire, la patte de déclenchement. C'est là que c'est sur ce point-là qu'on va déclencher le transistor. Et quand le transistor est déclenché, il conduit le courant à travers, à son travers, en travers. Il conduit le courant comme un interrupteur, ni plus ni moins. Donc en fait, un transistor, c'est quoi? C'est une diode sophistiquée qu'on va pouvoir... Une diode, ça déclenche quand la tension est dans un sens et qu'elle s'inverse, hop là, en fonction du plus et du moins sur la cathode ou sur l'anode de la diode, elle va s'enclencher comme conductrice ou pas. Un transistor, c'est un tout petit peu plus compliqué dans le sens... Enfin non, en fait, c'est schématiquement, c'est une double diode en bêche-bêche, hein, en tête-à-tête. Ça veut dire que le transistor, on va lui appliquer une tension qui va l'ouvrir comme un interrupteur. C'est comme si vous appuyez sur un bouton on-off quelque part. Le transistor se déclenche. Alors, on va essayer d'analyser. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur le circuit? Le transistor, on l'a dit, c'est l'interrupteur qui se déclenche dans certaines conditions. Il y a une petite résistance là, R1, qui va permettre d'appliquer une tension particulière
au transistor qui va permettre le déclenchement. On voit toujours une diode là, ici, là, qui s'appelle D1. Cette diode, elle va fonctionner exactement comme la diode précédente, c'est-à-dire à un moment elle est conductrice, à un moment elle ne l'est pas. Tout simplement. Et puis on voit qu'il y a une batterie de 9 volts dans l'ensemble du circuit. Alors l'ensemble du circuit, c'est si on le décompose, on va décomposer le schéma de puissance, enfin la partie puissance du schéma. Alors la partie puissance du schéma, ça part toujours de la batterie. La puissance part de la batterie ou de l'alimentation, peu importe, mais ça vient de là. Donc on a un plus, un moins ici sur la batterie. Elle fait 9 volts. On voit que le courant, qu'il y a un fil qui part du plus, qui passe ici, qui passe là, et qui rentre dans la bobine de puissance. Le courant ressort, monte ici, hop là, arrive dans le transistor, c'est-à-dire que le courant passera au moment où le transistor va le décider, au moment où le transistor va dire « je suis passant », le courant passe ou ça ne passe pas. Le courant passe dans le transistor et rejoint le moins de la batterie. Première chose. Deuxième chose, le circuit, ce qu'on va appeler le circuit de déclenchement, le circuit de la gâchette du système. La gâchette du système, elle est composée d'un truc très simple. Donc on a dit une résistance R1 ici, une diode D1 qui à un moment donné va donner un moment particulier à la gâchette du transistor pour le déclencher ou pas. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que allez, on va prendre la bobine en bas, la bobine de déclenchement ici en bas. Il y a un fil qui passe ici, qui rentre dans la diode, qui sort de la diode et qui rentre dans R1 ou dans la gâchette du transistor, l'un ou l'autre, hein, suivant, pas l'un ou l'autre, l'un et l'autre, en fonction de la tension, il va se passer des choses différentes. Et puis on voit que le circuit revient vers le haut pour boucler sur la bobine de déclenchement. Alors, tout le reste, ici, là, rotor, bobine, 1 et 2, parce que maintenant il y en a 2, ça fonctionne de la même manière, par rapport à ce qu'on a vu avant. Hein. Toujours, les aimants, ici, l'aimant nord est attiré par le noyau de fer. Ici, on va arriver sur un point neutre, et ensuite, il va y avoir un frein à la rotation, alors, bon, on voit qu'il y a 2 flèches vertes qui sont apparues. On va voir, on a vu que le frein apparaissait après, on revoit le truc. Voilà, attraction, 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 attraction encore, point neutre, sud. Là, on voit que, par contre, il y a une flèche verte qui pousse. Et puis, de nouveau, la flèche rouge qui freine, comme auparavant sur les 2 animes précédentes. Sur l'autre bobine, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours attraction, là, voilà, attraction du noyau, donc ça va dans le même sens que l'autre, enfin pas dans le même sens parce qu'on est déphasé, mais ça se compense. Attraction, plus rien, et hop là, l'aimant s'éloigne, et là on génère un courant, parce que la tension, ici on la voit exprimée, la tension est passante dans la bobine, et donc dans la bobine, et donc dans la LED, et donc on peut voir qu'elle s'allume. Voilà, elle s'allume, la LED s'allume, c'est-à-dire que là, le simple passage de l'aimant devant la bobine 2, c'est la seconde bobine, provoque, ça génère une énergie, un instant T, capable d'allumer une diode, une LED, pardon. Voilà, hop là, elle s'allume, ça ne dure pas longtemps parce qu'une fois qu'elle s'éloigne, hop, la tension chute et la LED s'éteint, évidemment, paf, voilà, et ainsi de suite. À chaque passage d'un aimant devant cette bobine 2, on a une impulsion d'énergie
qui est généré par la rotation. Alors maintenant, on va essayer de voir un peu le fonctionnement du Beans avec sa gâchette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on voit... Alors, hop, là, je continue. Voilà, on va se mettre un début de cycle, parce que là, on n'y est pas. Voilà, on y est. On est à un début de cycle. Ah, ça ne veut pas s'arrêter. Bon, c'est pas grave. Ah si, je sais. Il faut que je clique dessus. Voilà. Là, ça va s'arrêter. Voilà, ça s'arrête. Alors, je continue. Je reviens. Hop là, je reviens. Hop. 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 Et hop. Voilà. On a un début de cycle. On voit que l'aimant ici est attiré par le noyau, c'est ce qu'on a vu avant. Pendant son approche, on voit qu'il génère deux tensions. C'est normal, hein, l'aimant qui s'approche d'un noyau de fer devant une bobine génère une tension. Donc on voit MC et RC, qui sont les deux tensions exprimées par la tension de puissance et la tension de gâchette, qui augmentent tout doucement. Alors, hop, j'avance un tout petit peu. Voilà, hop là, ça augmente, ça augmente. Pendant toute cette phase où la gâchette est alimentée par une tension, enfin la gâchette génère la bobine de gâchette génère une tension. Cette tension, on la voit, elle est exprimée vers le bas, là, comme ça. Alors, on va appeler le bas le plus et le haut le moins. On a donc un courant qui est généré dans le circuit de gâchette, qui passe dans la bobine qui est rouge ici, elle est conductrice, hein, parce que le courant vient du bas et remonte vers le haut, traverse la diode, et puis passe dans la résistance et revient. Donc là, on a un courant qui s'écoule normalement, un courant qui est généré par RC, la bobine RC, la bobine de gâchette, et qui est court-circuité en fait, hein, entre guillemets, et donc ne provoque rien au niveau du transistor. Je continue. On va arriver au point neutre, où là, plus rien ne se passe. C'est-à-dire que au point neutre, la traction entre l'aimant ici et le sud de la bobine est maximale, hein, il y a un maximum de son, mais comme il n'y a plus de déplacement de l'aimant devant la bobine, on est à un point zéro, en fait, hein, entre guillemets, il ne se passe plus rien dans le circuit. On va continuer la phase 2 de l'histoire. Là, hop là, l'aimant a passé. On peut voir ici, là, l'aimant, il a passé la bobine, et donc le noyau de ferrite. Et ce faisant, on voit que la tension s'est inversée au niveau de la gâchette. C'est-à-dire qu'avant, on était plus vers le bas. Là, on est plus vers le haut de la bobine et moins vers le bas. Donc, cette fois-ci, la diode n'est plus conductrice. La diode D1, là, qui avant laissait passer le courant et court-circuitait la bobine RC. Maintenant, on voit qu'elle ne conduit plus rien. Elle n'est plus passante parce que la tension est inversée. Vous savez, le passage de l'aimant devant la bobine, c'est un courant alternatif, hein, plus, moins. Donc là, on a inversé la tension. La diode D1 ne conduit plus, donc ça déclenche le transistor T1, et on voit le courant qui passe dans R1, là, voilà, il vient là, hop, il passe dans R1, et hop, il passe dans le transistor, et il revient, il se boucle. Ceci faisant, le transistor étant ouvert comme un robinet en fait, hein,
on a la batterie de 9 volts, qui, elle, via la bobine qui est ici, là, MC, via cette bobine, la batterie décharge. C'est-à-dire, le courant de la batterie circule dans la bobine principale de puissance, en passant par le transistor. Voilà. Hop, ça fait ça, pop, pop, pop. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Ce faisant, quand la bobine MC, la bobine principale dite de puissance, est parcourue par un courant, elle génère un champ magnétique qui va magnétiser le noyau de fer doux au milieu. Ce faisant, on n'a pas un or qui apparaît comme avant, c'est-à-dire avant, dans le cycle, à ce moment-là, on avait un or qui apparaissait dans le fer doux parce que la bobine était, l'aimant s'éloignait et donc la bobine était, comment je vais dire, le magnétisme avait fait en sorte que il y avait un sucre qui apparaissait en haut de la bobine sur le noyau de fer doux. Cette fois-ci, parce qu'un courant traverse cette bobine dans cette bobine principale, est parcouru par un courant déclenché par le transistor T1 ici, donc voilà, la circulation du courant. Cette circulation du courant inverse le champ magnétique. Parce que la bobine, maintenant, parcourue par un courant, elle génère un champ magnétique. C'est-à-dire que le noyau de fer n'est plus magnétisé par s'il l'est encore, mais beaucoup moins. Il est plus magnétisé par l'aimant qui est ici, avec sa position nord en bas. Mais par contre, le noyau de fer doux ici est magnétisé par le courant qui circule dans la bobine et qui donc fait apparaître maintenant un or en haut de la bobine. Alors, vous le savez tous, quand vous prenez deux aimants et que vous mettez les mêmes pôles nord-nord ou sud-sud l'un face à l'autre, il y a une répulsion, ils se repoussent. Donc là, ce qu'on voit, ce courant qui circule, faisant apparaître un or en haut de la bobine, crée une répulsion par rapport à l'aimant du rotor. Voilà, une répulsion. Ça pousse. C'est pour ça que la flèche est là en ce moment verte. Verte, qui exprime la répulsion. C'est exactement... imaginez, souvenez-vous, quand vous étiez enfant, vous mettiez votre vélo à l'envers, donc le guidon par terre, et puis debout sur son guidon, et vous preniez la roue à l'avant, et puis vous donnez des petites impulsions pour faire tourner la roue. Hein, on pousse, top, 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 sur la roue, comme ça, pop, 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 des petites impulsions, et puis la roue, tourne, et tant que vous faites des impulsions, elle tourne. Et bien là, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que là, on a le phénomène, la batterie de 9 volts décharge, crée un courant dans la bobine de puissance, génère un or, ce courant génère un or au niveau du noyau magnétique, et donc là, on a une répulsion de l'aimant du rotor, on le pousse, exactement comme si vous poussiez à la main une roue de vélo, toc, 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 pour la faire tourner. Voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est un effet hyper intéressant. C'est-à-dire qu'on pulse. Alors là on ne tient pas compte d'un problème de condensateur. Hein. Là c'est autre chose. Hein. On va voir après comment on combine et cet effet et l'effet condensateur qu'on a vu avant dans la vidéo précédente. Donc voilà. Donc là, je vais remettre l'animation en route. Voilà. Donc on pousse, hop, ça s'arrête. C'est-à-dire que le courant ne passe plus. Alors, je vais revenir. Hop, hop, encore un coup. Voilà. Donc là, je suis en position, la bobine pousse l'aimant, le chasse. C'est l'impulsion à la main, comme sur une roue de vélo. Là, on n'est plus dans le schéma du fonctionnement d'avant.
je passe d'un step, et là, on est dans le schéma d'avant. C'est-à-dire que il n'y a plus de courant. On voit que là, maintenant, la tension est plus suffisante pour déclencher. Alors, je reviens d'un coup. Voilà. Donc là, on avait une tension de la gâchette qui permet le passage du courant principal dans le transistor. Le transistor qui est ici, le courant principal, c'est lui, batterie de 9 volts, qui passe dans la grosse bobine, et qui revient, et hop, et on revient au départ. Ça, c'est à cet instant. Parce que la gâchette est activée. Je passe au truc suivant. Hop, encore, voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? La tension, ici, RC, V2T, la petite tension là qui est exprimée, n'est plus suffisante pour activer la gâchette du transistor. C'est-à-dire que le transistor n'est plus passant. Terminé, basta. Donc, il ne se passe plus rien dans le circuit. C'est-à-dire que la batterie, le transistor n'étant plus passant, la batterie là, de 9 volts n'alimente plus du tout comment on va dire, la bobine principale de puissance. Et donc, on retombe exactement dans le cas de fonctionnement qu'on a vu au préalable. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, le noyau de ferrite repasse sud, parce qu'il a été activé, hein, lui il est toujours, hein. Avant c'est pardon, c'est l'activation du courant qui a permis d'inverser la polarité, enfin la polarité de l'aimant du fer doux. Là, on redevient dans une position normale, c'est-à-dire que de nouveau, l'aimant est attiré par le sud haut de la bobine et donc freine. Mais on a vu au préalable, on va y revenir, on a vu là, que là, on a l'impulsion qui permet de pousser, de chasser l'aimant, et la petite impulsion comme à la main quand vous poussez sur une roue de vélo. Donc voilà, donc je relance l'animation. Ah oui, hop là, je reviens. Voilà, donc là, on est sur notre schéma dans lequel on a le courant qui circule, ainsi de suite, le condensateur, le transistor qui est activé et compagnie. Là, au moment où je reviens, hop là, voilà. Là, ce qui est intéressant, il y a un autre phénomène qui est intéressant, c'est au moment où on coupe le transistor, quand il y a une chute brutale de l'alimentation dans la bobine, ça crée un champ d'énergie important. Ça crée une impulsion, en fait. Alors, cette impulsion, c'est marrant parce que elle est combattue dans tous les moteurs. C'est-à-dire que tous les moteurs ont des petits systèmes de condensateurs pour bouffer ces impulsions de chute d'énergie au moment où les courants s'arrêtent. Là, Bedini a joué l'inverse. C'est-à-dire qu'il a utilisé, il va utiliser, on ne le voit pas encore, mais il va utiliser, on va le voir dans l'anime d'après, comment utiliser cette impulsion. Mais toujours est-il que le fait de faire chuter brutalement l'alimentation d'une bobine crée une impulsion, la chute de son magnétisme pour que l'énergie se résorbe, parce que c'est les mouvements énergétiques, pour que l'énergie se résorbe, la bobine génère une impulsion positive importante. Donc là, on la voit ici symbolisée. Il y a une pulsation, il y a une crête très courte, hein, c'est de l'ordre de la microseconde. Hein. C'est très rapide, mais il y a une crête. Alors, je reviens avant, hop, voilà. Donc voilà, là, une tension tout à fait normale, générée par le courant qui circule dans la bobine. Et puis, hop, voilà, là, on a la crête. C'est-à-dire que le transistor s'est arrêté, et on a une pulsation, une deuxième. En fait, c'est une autre pulsation, c'est une deuxième pulsation. Donc ça va être la pulsation de la vidéo précédente sur un condensateur couplé avec celle-ci qui va faire que ça va devenir vraiment pertinent. Je continue, je passe, je relance, voilà.
Et donc là, il n'y a plus rien, il ne se passe plus rien. On va refaire vite fait un cycle, hein. Mais bon voilà, l'aimant est attiré, ici, hop là, la gâchette s'active, le courant circule, hop là, on a la pulsion, le courant se coupe, là, on a la pulsion, on a les mouvements, et voilà. Donc là, on est sur la troisième animation qui montre un fonctionnement un peu plus pertinent, c'est-à-dire que là, on n'a plus la pulsion autour de la charge d'un condensateur. Par contre, on a la pulsion autour du déclenchement d'un aimant. Voilà ce qui déclenche en forte tension. Mais quand je dis forte, c'est forte, hein. Ça monte à plusieurs centaines de volts, hein. La pulsion, elle est très très courte, mais elle est très très puissante. Elle est importante. Et puis bah, autour du cycle, hein, à chaque fois qu'un autre aimant passe devant la bobine B2, et ben hop, on génère un peu d'énergie, paf, voilà, et on verra ce que c'est capable de faire. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, on arrive à un fonctionnement un peu plus élaboré du Bedini, dans lequel on retrouve une seconde forme d'impulsion qui est la chute. À la coupure du transistor, la chute de magnétisme provoque une saute de tension importante, hein, qu'on va voir apparaître, voilà, là, elle va apparaître, paf, voilà, on la voit sur le schéma, bing, et puis elle retourne très vite, ça dure quelques microsecondes, mais c'est important. On voit la diode qui conduit, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, on est sur le Bedini presque final, hein. On est presque sur le fonctionnement. Dans la quatrième vidéo, on va voir comment on couple à la fois cette impulsion de chute de courant dans une bobine, ce que ça provoque. On va voir comment on peut utiliser un peu mieux cette énergie qui est produite par la bobine B2, et puis on va voir comment on combine la chute de tension, enfin la chute de magnétisme, là, en l'occurrence, dans ce système-là, avec la charge rapide d'un condensateur, et on va voir que tout ça mélangé, plus quelques autres petites finesses que je vais vous expliquer après, ça génère un truc c'est le moteur Bedini, tout simplement. Alors, on va passer à la vidéo, à la ligne 4.